Bonjour, je m'appelle Alain Lalou, je suis médecin de famille et médecin en soins palliatifs au GMFU et à l'hôpital de Verdun, siège du centre-sud de l'île de Montréal. Ceci est la deuxième capsule dans le cadre de la formation Compassion et cette capsule va parler de constipation et d'autres problèmes d'élimination. Comme vous l'avez vu dans la première capsule de cette série vidéo, C est pour constipation et autres problèmes d'élimination. Et quand on parle de ces problèmes-là, bien évidemment, on va discuter de diarrhée, de rétention urinaire et d'incontinence urinaire ou fécale. Commençons par la constipation. Alors, en termes de notions de base, la constipation n'est pas toujours facile à diagnostiquer. Pourquoi? Parce que souvent les gens pensent que la constipation est tout simplement une absence de sel. Par contre, la définition va surtout, je dirais, souligner une altération, un changement au niveau des selles, que ce soit au niveau de la fréquence, de la consistance, et souvent, cette altération va être associée à un inconfort abdominal ou anorectal. Alors, il y a bien évidemment l'échelle de Bristol qui va parler de la différence texture. On peut avoir des petites selles en crotte, des selles moulées en saucisse et bosselées. On peut avoir des selles plus dures qui sont difficiles à évacuer. Mais souvent, quand on parle de constipation, c'est une combinaison de tous ces facteurs, donc une diminution de la fréquence, un changement au niveau des selles qui deviennent plus dures et une sensation de vidange incomplète. Est-ce que quelqu'un qui va à la selle tous les jours peut être constipé? La réponse est oui. Advenons que la personne avait des selles 2 à 3 fois par jour et n'a des selles qu'une fois par jour. Advenons que les selles étaient normalement faciles à passer, que tout à coup elles deviennent dures, que la personne a besoin de forcer pour passer ses selles. Advenons que même si les selles sont évacuées, la personne continue à ressentir qu'il y a une pression au niveau du rectum ou à l'intérieur de l'abdomen, on peut parler de constipation. Quelles en sont les causes? Alors, c'est sûr que chez les patients qui prennent plusieurs médicaments, il y en a qui peuvent causer la constipation, comme les opiacés pour la douleur, et certains médicaments qu'on donne communément pour la démence, les médicaments antidépresseurs et d'autres médicaments comme les bêta-bloqueurs ou certains diurétiques. Chez notre clientèle qui est beaucoup plus, je dirais, fragile, précaire, l'immobilisation est une source de constipation. Bien évidemment, la diminution des apports alimentaires et de l'hydratation peuvent y contribuer. Et souvent, quand les personnes vont changer de milieu, il y a une anxiété associée qui va souvent être un des facteurs contributoires. Par exemple, quelqu'un qui va à l'hôpital, qui ne veut pas utiliser des toilettes communes, qui a peur de se déplacer, qui a peur de demander de l'aide pour avoir des soins d'hygiène, qui s'inquiète de son intimité, va essayer de retenir ses selles ou d'éviter d'aller à la selle, ce qui va faire que les selles vont être beaucoup plus dures et par la suite difficiles à évacuer. Et bien évidemment, il y a plein d'autres problèmes médicaux, métaboliques, anatomiques qui peuvent causer une constipation. Donc on peut parler d'hypothyroïdie, hypercalcémie. Des fois, la constipation est l'une des premières présentations d'un cancer du côlon, du rectum ou un cancer de l'ovaire. Et des fois, ça peut être aussi un symptôme d'une subocclusion en installation chez quelqu'un qui a déjà eu une chirurgie abdominale. Pourquoi est-ce que c'est important d'identifier la constipation et de la traiter? Parce que les conséquences et les complications sont non négligeables. Alors les gens finissent avec un fécalome, les gens peuvent avoir des fissures et des hémorroïdes au niveau de l'anus qui vont causer des douleurs. On finit avec des douleurs abdominales, des fois même de la nausée et une perte d'appétit à cause justement du fait que l'abdomen est tout plein de sel. Chez les personnes plus âgées, des manques, la confusion et le délirium peuvent survenir suite à la constipation. Et bien évidemment, les gens qui souffrent de constipation ont peur d'aller à la selle, développent une anxiété, une appréhension par rapport à ce problème-là.
Alors, comment on évalue la constipation? Bien évidemment, il faut questionner le patient qui est communicatif. Alors, si un patient peut nous dire c'est quand qu'il a eu ses dernières selles, est-ce qu'il y a un changement au niveau de la fréquence, un changement au niveau de la qualité des selles, est-ce qu'il y a des douleurs abdominales, des douleurs anorectales, est-ce que le patient est nauséeux, est-ce qu'il a besoin d'aide pour se mobiliser, aller à la salle de bain, besoin d'aide pour ses soins d'hygiène, si la personne porte une culotte d'incontinence, est-ce que la personne a peur de la souiller? Donc, toutes ces choses sont importantes à discuter avec le patient. Chez le patient, autant communicatif que non communicatif, il faut avoir il faut être en mesure d'observer ce qui se passe. Est-ce qu'en plus de ça, on voit que la personne a de plus en plus de distension abdominale en faisant les soins d'hygiène? Est-ce qu'on constate qu'il y a une petite boule qui sort du rectum qui pourrait être indicateur d'une présence de fécalome? Est-ce qu'en faisant les soins d'hygiène, les PAB, des fois, vont venir me dire, mais écoutez, docteur Lalou, j'ai remarqué que le patient saigne ou a des hémorroïdes. Et bien évidemment, est-ce que la personne, en plus de ses problèmes de selle, a des difficultés qui pourraient l'expliquer, comme des problèmes à se mobiliser ou se rendre aux toilettes? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes qui sont à risque de constipation ou qui souffrent de constipation? D'abord, on parle de prévention. Alors, on veut favoriser l'intimité, offrir de se déplacer, de se mobiliser pour aller à la salle de bain ou sinon une chaise d'aisance, favoriser l'alimentation et l'hydratation. Très, très, très important d'en communiquer avec le médecin traitant si on voit qu'il y a un changement qui est noté, que ce soit au niveau de la fréquence, de la consistance, il y a de la douleur ou du sang. Des fois, les patients vont se sentir gênés d'en parler directement au médecin, mais les préposés, les infirmières sont aux premières loges, alors souvent sont bien plus au courant de ce qui se passe de ce côté-là. Donc, très important de documenter et d'en parler en équipe. Au niveau de l'approche thérapeutique, donc souvent, certaines institutions vont avoir des protocoles de constipation mis en place. Sinon, c'est quelque chose qu'il va falloir prescrire en tant que médecin. Et il y a ce qu'on appelle une escalade au niveau des médicaments. Alors, il y a des médicaments comme le Laxaday qui sont beaucoup plus préventifs et légèrement thérapeutiques. Mais quand la constipation est bien installée, le Laxaday ne va pas régler le problème tout seul. Ça va nécessiter des suppositoires et parfois même des lavements. Et en type de lavement, là encore, il y en a plusieurs. Alors, il y a des lavements qui sont plus doux, savonneux ou huileux, puis des lavements qui sont beaucoup plus irritatifs, comme le lavement maillot. C'est sûr que quand on débute un traitement, il faut voir en équipe si notre traitement fonctionne. Est-ce que les selles sont devenues plus régulières? Est-ce qu'elles sont plus molles? Est-ce qu'elles sont plus faciles à évacuer? Et c'est extrêmement, puis je le dis et je le répète, important de documenter cela au dossier parce qu'il y a des changements d'équipe. Des fois, je pose la question, mais est-ce qu'on sait c'est quand que le patient a eu sa dernière selle? Ah, oh, j'étais pas là hier, j'étais pas là avant-hier, je sais pas, l'équipe m'en a pas parlé. Alors, c'est très difficile de faire un suivi, une prévention, un traitement de la constipation quand ce n'est pas documenté et quand on ne se parle pas en équipe. Alors, une fois qu'on a fini avec la constipation, on va parler à quelque chose de, je dirais de l'opposé de la constipation, c'est les diarrhées. Alors, quand on parle de diarrhée, on est vraiment dans cette partie-ci de l'échelle de Bristol. Alors, ce sont des selles qui peuvent être beaucoup plus fréquentes, d'une consistance plus molle, même liquide. Et les selles peuvent être associées à la présence de mucus ou de sang qui indiquerait une cause beaucoup plus grave et inquiétante. Et des fois, les selles peuvent être très malodorants. Des fois, les PAB ou les infirmières vont me dire, écoutez, docteur Lalou, le patient a de la diarrhée et ça sent le c'est difficile. Alors, les diarrhées, comme la constipation, on a plusieurs causes qui peuvent être mises en jeu. Alors, certains antibiotiques vont causer des diarrhées sans que ça soit nécessairement assez difficile. Bien évidemment, si on donne des laxatifs et qu'on les donne en excès, donc la personne qui est constipée peut avoir des selles normales suivies de selles diarrhéiques. C'est donc à surveiller. Bien évidemment, on a les gastro-entérites virales et des infections plus graves comme le Clostridium difficile.
il y a des gens qui ont vraiment des diarrhées bénignes dans un contexte de syndrome du côlon irritable. Alors souvent, ces personnes-là vont avoir une diarrhée chronique en alternance avec de la constipation et vont dire que certains aliments vont causer leur diarrhée. Généralement, c'est les aliments de la famille FODMAP. Une des urgences, je dirais en termes de diarrhée, mis à part le c'est difficile, c'est l'hémorragie digestive haute qui peut donner du méléna. Alors le méléna, c'est des selles noires, comme du goudron. Et si on observe ça, c'est vraiment une urgence médicale. Il faut vraiment en parler en équipe pour gérer ça le plus rapidement possible. Donc le sang qui coule de l'estomac va être digéré, va être noir et va avoir un effet laxatif. Donc c'est pas nécessairement des diarrhées liquides, mais c'est des selles très très fréquentes et noires. D'autres causes plus inquiétantes, et bien évidemment, ces maladies inflammatoires intestinales comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. Et ces selles-là vont être typiquement plus glaireuses, donc avec la présence de mucus ou de sang. Finalement, il y a des syndromes malabsorptifs comme la maladie cœliaque ou le syndrome de l'intestin court suite à certaines chirurgies qui vont faire que les gens vont avoir des diarrhées et des crampes abdominales. Donc, les diarrhées peuvent avoir des conséquences et des complications graves, d'où l'importance de les identifier et de les traiter rapidement. On parle de déshydratation, bien évidemment, qui cause l'hypotension et le risque de chute. Les selles fréquentes vont aussi causer des troubles électrolytiques. Il va y avoir des changements au niveau du sodium, du potassium et du magnésium qui eux-mêmes vont avoir des causes par la suite. Une diarrhée chronique dans un contexte de maladie malabsorptive va causer une dénutrition, une perte de poids, souvent des carences alimentaires qui vont entraîner de l'anémie, de la fatigue, de la faiblesse. Et les selles qui sont fréquentes vont irriter la peau et augmenter le risque de faire des plaies au niveau du siège. D'où l'importance, bien évidemment, de l'identifier et corriger le problème. Donc, en tant qu'équipe interdisciplinaire, comment est-ce qu'on évalue ça? Ben, au niveau du questionnaire. Alors, est-ce que les selles sont plus fréquentes? Elles ont quelle couleur? Quelle odeur? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes associés comme des nausées, des vomissements qui pourraient plus indiquer la présence d'une subocclusion ou d'une gastro-entérite? Est-ce qu'il y a des douleurs abdominales, des crampes? Est-ce qu'il y a la présence de fièvre, de sang, de mucus? Est-ce que le patient a déjà des symptômes reliés au secondaire à sa diarrhée, donc des étourdissements ou de la faiblesse qui pourraient déjà indiquer qu'il y a une hypotension? Est-ce que la personne est en mesure ou non de s'hydrater? Au niveau des observations cliniques, c'est sûr que les signes vitaux sont super importants. La température, la pression artérielle, est-ce qu'il y a présence d'hypotension, de tachycardie? Et quand on observe le patient, on peut palper son ventre et voir s'il y a une sensibilité abdominale. Des fois, en changeant la culotte d'incontinence ou en regardant dans les toilettes, on veut voir s'il y a du mucus ou du sang. Et évidemment, quand on regarde le rectum et si on fait un toucher rectal, on peut observer s'il y a la présence de sang ou de méléna. Qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir? Évidemment, il y a toujours le mode prévention. Alors, c'est sûr que s'il y a une éclosion de gastro-entérite dans le milieu de soins où vous pratiquez, on veut avoir une hygiène des mains qui est impeccable et utiliser toutes les mesures de prévention des infections pour éviter la dissémination de ces infections virales ou bactériennes qui peuvent causer des diarrhées. On veut aussi, dès qu'on identifie qu'un patient a de la diarrhée, on veut favoriser l'hydratation pour prévenir les complications. On veut favoriser l'accès à une chaise d'aisance à proximité du patient. Si le patient est dans une chambre partagée, on veut s'assurer qu'il n'utilise pas la même toilette que son voisin ou sa voisine, justement pour éviter la contagion s'il s'agit d'une diarrhée d'origine infectieuse, et on veut faire toutes les manœuvres de précaution. Et quand la personne a des diarrhées, bien évidemment, c'est très important de changer fréquemment les culottes d'incontinence pour éviter la macération et l'installation des plaies. Au niveau de l'approche thérapeutique, c'est très important d'identifier la cause et de la traiter. Alors, si la diarrhée est à cause d'un clostridium difficile, ça se traite avec des antibiotiques oraux.
c'est très important aussi de traiter les complications. Donc, si le patient est en cours de devenir déshydraté, on veut commencer un soluté, surtout si le patient n'est pas capable de s'hydrater par la bouche. Faut avoir le réflexe aussi, si le patient a des laxatifs, de les arrêter. Dans certains cas de figure, les antidiarrhéiques peuvent être indiqués. Et bien évidemment, on veut éviter les complications cutanées en appliquant des crèmes barrières, etc. Alors, passons maintenant à la rétention urinaire. Euh, Quand on parle de rétention urinaire, on parle d'une incapacité à vider la vessie efficacement et complètement. Cliniquement, ça veut dire quoi? C'est qu'après avoir essayé d'uriner par lui-même ou elle-même, notre patient, notre patiente a encore un résidu postmictionnel supérieur à 300 cc. On parle à ce moment-là d'une rétention urinaire, et quand le volume est très très important, la vessie peut être tellement distendue qu'on parle d'un globe vésical. Malheureusement, c'est un problème qui est souvent manqué, surtout chez les patients qui sont non communicatifs, et donc il faut avoir un haut index de suspicion. Et je pense que les préposés aux bénéficiaires sont au premier plan pour identifier quelqu'un qui urine moins, et donc qui n'est pas capable de vider sa vessie et qui tombe en rétention urinaire. Alors, quelles en sont les causes? Bien évidemment, les médicaments sont souvent un des facteurs contributoires. Alors, les opiacés qu'on donne pour la douleur en soins palliatifs peuvent contribuer à la rétention urinaire. D'autres médicaments à effet anticholinergique, alors certains antidépresseurs, médicaments pour la démence, peuvent avoir un impact sur la prostate et sur la vessie. Certaines infections urinaires vont faire en sorte que la vessie bloque. Une constipation sévère ou un fécalome peuvent contribuer à une rétention urinaire. Des fois, ça peut être vraiment une obstruction mécanique. Alors, chez un homme plus que 50 ans, la prostate grossit, l'hypertrophie peut causer un blocage. Certaines personnes souffrant d'un cancer, le cancer est placé de manière à ce que ça bloque la vessie ou que ça saigne, cause des caillots de sang qui vont bloquer la vessie. Des fois, ça peut être une stricture de l'urètre. Alors, chez quelqu'un qui a eu des manipulations au niveau de l'urètre ou de la vessie, et chez quelqu'un qui porte une sonde urinaire, mais il faut penser que des fois, il y a des résidus qui vont boucher la sonde et qui vont causer une rétention. Donc, très important de s'assurer que nos sondes sont irriguées régulièrement. Autre cause commune, c'est l'immobilisation prolongée. Donc, quelqu'un qui est hospitalisé, qui ne bouge pas beaucoup, peut tomber en rétention urinaire. Et des causes assez importantes et assez graves qu'il ne faut pas manquer, c'est les causes neurologiques et notamment ce que j'appelle le syndrome de la queue de cheval, qui est quelque chose, qui est une urgence quand on est en soins palliatifs. Alors, les rétentions urinaires ont aussi des conséquences et des complications graves. Alors, évidemment, il y a la douleur abdominale et pelvienne, mais ça peut aussi causer la confusion, le délirium et l'agitation. Ça peut causer une insuffisance rénale et ça peut causer une infection. Donc, l'urine qui stagne dans la vessie favorise la multiplication des bactéries. Et des fois, l'infection peut être tellement sévère qu'elle peut causer un sepsis, voire la mort. Alors, comment est-ce qu'on évalue ça? Encore une fois, tout le monde devrait faire sa part. Chez le patient communicatif, on peut poser des questions. Est-ce qu'il y a des problèmes avec les urines, sensation de blocage? Est-ce que la personne trouve qu'elle n'est pas capable de vider sa vessie complètement, besoin d'uriner plus fréquemment? Est-ce qu'il y a une douleur abdominale? Est-ce qu'il y a une douleur pendant le passage de l'urine? Est-ce qu'on a remarqué du sang dans l'urine? Est-ce qu'il y a présence de fièvre, de frissons, de la difficulté à marcher qui pourrait être un indicateur d'un syndrome de la queue de cheval qui est en installation, et un autre symptôme à surveiller si on suspecte un syndrome de la queue de cheval ou une compression médulaire, c'est la perte de sensation ou une anesthésie de la vulve de l'anus. On appelle ça une anesthésie en selle. D'autres observations qu'on peut avoir chez le patient moins communicatif ou en examinant le patient, c'est les signes vitaux. Est-ce que le patient fait de la température? Est-ce qu'il y a un changement au niveau de la pression artérielle? Est-ce
on constate une distension abdominale qu'on peut voir avec un globe vésical. Si on a accès à bladder scan, ben, on veut le faire pour voir ce qu'il y a un résidu post-nutritionnel supérieur à 300 cc. En tant que médecin, on devrait aussi se poser la question, est-ce qu'il y a une infection urinaire? On peut demander une analyse, une culture d'urine. Et on veut bien évidemment voir est-ce que le patient est capable de se mobiliser. Si tout à coup, le patient développe une faiblesse au niveau de la force des jambes, il faut voir ça comme un symptôme et un signe d'alarme pour la compression médulaire. Alors, comment intervenir? Bien évidemment, on est toujours dans un aspect de prévention. On essaye de favoriser la mobilisation, on essaye de surveiller, prévenir la constipation et on veut traiter les fécalomes de manière très rapide pour éviter que ça dégénère et que ça cause des rétentions urinaires. Quand la personne porte une sonde, on veut s'assurer que la sonde n'est pas bloquée. Au niveau de l'approche thérapeutique, ben c'est sûr que dès qu'on voit qu'il y a une rétention urinaire, on veut intervenir rapidement pour débloquer la vessie pour ne pas avoir de complications. Alors des fois, on va opter pour un cathéter, mais des fois, on a vraiment besoin de placer une sonde à demeure et ça va dépendre du contexte clinique du patient. Si on suspecte que la rétention est à cause d'une grosse prostate, alors il y a des médicaments qu'on peut administrer en tant que médecin pour aider avec l'hypertrophie bénigne de la prostate. On doit bien évidemment traiter tout autre. S'il y a une infection urinaire, on va la traiter. Et si on suspecte un syndrome de la queue de cheval, ben bien évidemment, on doit faire tout le nécessaire, imagerie, résonance. Si le patient n'est pas à l'hôpital, c'est vraiment une indication de transfert et de prise en charge urgente. On va finir par l'incontinence. C'est un problème qui est assez commun. Alors, en termes de notion de base, quand on parle d'incontinence, on parle d'une incapacité à contrôler la miction urinaire ou à contrôler la défécation. Et juste un petit rappel, ce n'est pas normal d'être incontinent. Alors, des fois, en tant que soignant, on voit tellement de personnes âgées ou de personnes en perte d'autonomie qui sont incontinentes qu'on dit, ben, ah oui, il est âgé, c'est normal, il est incontinent. Mais non, ce n'est pas normal et il faut être très vigilant, surtout si l'incontinence s'installe soudainement chez quelqu'un qui était continent auparavant. Alors, quelles sont les causes? Encore une fois, et je vais commencer par ça parce que c'est une cause urgente. On parle du problème de compression médulaire et de syndrome de la queue de cheval. Alors, il y a des problèmes neurologiques qui vont causer de la rétention urinaire qui va finir par une incontinence urinaire et aussi une incontinence fécale. Ça, c'est vraiment une urgence médicale. Donc, si vous constatez que la personne a ces symptômes-là, c'est très important de communiquer ça avec le médecin traitant. D'autres causes qui peuvent être aussi inquiétantes, c'est l'infection urinaire ou les diarrhées importantes. Donc, la personne a tellement besoin d'aller uriner fréquemment et a une urgence d'aller uriner qu'elle n'est pas capable de se retenir. Donc là, ce n'est pas un contrôle au niveau des sphincters, mais c'est juste un symptôme secondaire à l'infection urinaire ou à la diarrhée. Des fois, quand on a un globe vésical ou un fécalome, on a ce qu'on appelle de l'incontinence par trop-plein. Alors, l'urine va se mettre à s'échapper toute seule ou les selles qui vont être plus liquides vont couler autour du fécalome, mais la personne n'est pas capable de les retenir. Alors, une cause commune chez la personne âgée, oui, la vessie hyperactive fait en sorte que des fois, on a une urgence mictionnelle et que le pipi va couler tout seul parce que la vessie se met à contracter de manière spontanée. Et l'incontinence va être encore plus fréquente quand il y a une combinaison de vessie hyperactive avec une faiblesse du plancher pelvien. Donc, la vessie se met à contracter, on n'est pas capable de serrer notre sphincter pelvien et donc là, l'urine va couler toute seule. Les troubles de mobilité en soi peuvent contribuer à l'incontinence parce que la personne n'est pas en mesure de se déplacer assez rapidement pour se rendre à la salle de bain ou à la chaise d'aisance et va s'échapper, mais c'est pas en soi un problème d'incontinence, c'est un problème d'accessibilité à la salle de bain ou à la chaise d'aisance. Et
Une des causes qui me tient particulièrement à cœur et que je trouve très déshumanisante, très humiliante, très indigne, c'est ce que j'appelle la cause iatrogénique. C'est que les personnes en perte d'autonomie, qui sont encore continentes, des fois que ce soit à l'hôpital ou au CHSLD, vont se faire dire, écoute, on n'a pas le temps de prendre soin de toi, de t'accompagner à la salle de bain, de te déplacer, de te mettre à la chaise d'aisance. On est bien trop occupé. Bon, on va vous enfiler une culotte d'incontinence et faites dans vos couches. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends fréquemment et qui me brise le cœur. L'incontinence iatrogénique est d'une tristesse incroyable et je veux vous sensibiliser à ce problème-là. Pourquoi l'incontinence est importante? Ben là encore, les conséquences peuvent être graves. Les personnes âgées qui font de l'incontinence, si elles n'ont pas des soins d'hygiène appropriés, vont développer des plaies de siège beaucoup plus fréquemment, vont développer des dermites, des infections fongiques qui sont très inconfortables et souffrantes. Il y a un grand impact sur la dignité. Les gens ont un sentiment de honte, ont le sentiment que c'est vraiment c'est la plus grande déchéance au niveau de leur perte d'autonomie, c'est de dépendre des autres pour leurs soins d'hygiène. Et une autre chose, c'est que ça peut être une cause de délirium et d'agitation. Alors la personne non communicative qui n'est pas capable de dire qu'elle a besoin d'un changement de culotte peut devenir agitée et agressive. Donc c'est quelque chose qui est très important à surveiller. Pour ce qui en est de l'évaluation, bien évidemment, chez les patients communicatifs, on veut questionner qu'est-ce qui se passe. Est-ce que cette incontinence est d'apparition subite ou aiguë ou est-ce que c'est quelque chose qui est là de manière chronique? Est-ce qu'on a un changement au niveau de la fréquence de l'urine et des selles qui pourrait être indicateur d'une rétention urinaire ou d'un fécalome? Est-ce qu'il y a une sensation de blocage, de douleur abdominale? Est-ce qu'on a remarqué d'autres choses au niveau de l'urine? Est-ce que ça brûle? Est-ce qu'il y a du sang? Bien évidemment, on veut faire verbaliser le patient si le patient se sent fiévreux, qui frissonne. Est-ce que c'est vraiment un problème de mobilité? Est-ce que la personne a des difficultés à marcher seule pour aller jusqu'à la salle de bain ou à la chaise d'aisance? Et est-ce qu'il y a des pertes de sensation au niveau de la vulve et de l'anus? Alors, chez les personnes en général et celles qui ne communiquent pas, on va vraiment se fier à nos observations, on va prendre des signes vitaux, on va vérifier bien évidemment la température et la pression. Des fois, quand les gens ont une infection, la pression va se mettre à chuter et le rythme cardiaque à s'accélérer. On veut vérifier s'il n'y a pas une distension abdominale. On a parlé tantôt de bladder scan, même chose chez quelqu'un qui a incontinence. Si on suspecte une rétention urinaire, il faut le faire. Des fois, on a besoin de faire un toucher rectal. Et c'est pour la recherche de fécalome, mais aussi pour vérifier le tonus rectal si on considère qu'il y a un syndrome de la queue de cheval ou une compression médulaire. Alors, les analyses et cultures d'urine peuvent être très pertinentes et bien évidemment, une évaluation de la capacité à se mobiliser des forces quand on suspecte un syndrome de compression médulaire ou de la queue de cheval. Comment intervenir dans les contextes d'incontinence? Alors, sur le plan de vue de la prévention, c'est très, très important de favoriser la mobilisation, de surveiller et prévenir la constipation, de traiter les fécalomes de manière prompte et l'importance de ne pas mettre des culottes d'incontinence d'emblée chez les patients qui ont une capacité à se retenir, une capacité à se mobiliser. C'est extrêmement important de ne pas provoquer l'incontinence iatrogénique. Quand la personne est atteinte d'incontinence, on peut l'aider en traitant toute cause réversible selon la cause et selon les possibilités de traitement. Donc, s'il y a une infection urinaire, bien évidemment, la traiter. S'il y a une compression médulaire, de la prendre en charge de manière extrêmement rapide. Pour les personnes qui ont une incontinence chronique et qui ont besoin de porter des culottes d'incontinence, le changement de culottes fréquent et l'hygiène appropriée en combinaison avec des crèmes barrières est extrêmement important pour éviter les plaies de pression. Alors, en termes d'élimination, en résumé, pour cette longue présentation d'une demi-heure,
Alors, on a réalisé que les problèmes d'élimination sont des problèmes très communs chez les patients fragiles et précaires et que c'est des problèmes qui sont souvent sous-diagnostiqués. C'est une cause de souffrance et de complications non négligeables et qu'une approche interdisciplinaire avec un rôle très, très important pour les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, les nutritionnistes, les médecins, les physiothérapeutes, pour évaluer, pour traiter et éviter les complications. Merci pour votre attention et cela clôture cette première capsule.